Quand on s'est installé donc avec Samuel, enfin là où on a monté notre bâtiment, c'était un champ, un unique champ de 6 ou 7 hectares, d'un seul tenant, que en céréales et sans aucune végétation apparente, c'est une belle monoculture. Là déjà en 10 ans, en fait, le changement il n'y a pas besoin d'être naturaliste, mais on a une diversité d'êtres vivants qui est remarquable, alors qu'on partait quand même de loin. Et là, il y avait une parcelle même qui était drainée. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est une zone humide en fait. Il y a clairement les espèces typiques de la zone humide qui sont installées. Notre modèle économique, en fait, il fonctionne et la biodiversité se porte quand même plutôt bien, de ce qu'on en voit, mieux. Le nombre d'espèces d'oiseaux, donc sur la petite zone autour du bâtiment, on était à péniblement une quinzaine d'espèces nicheuses, on est passé à 40 en 10 ans. Notre activité économique s'est développée en parallèle, en même temps que la vie sauvage finalement. Donc oui, c'est compatible, Petite chouette aux yeux d'or en fait, jaune là, et tu sens qu'elle est là C'était une espèce qui était très courante, notamment là dans la Bretagne. Dans les anciens écrits des naturalistes, là, elle était même presque pas notée tellement elle était courante en fait, Et elle a quasiment disparu. Elle était très liée en fait à un paysage agricole qui aujourd'hui a disparu en fait. Donc il y a quelques poches là où elle subsiste. Est-ce que c'est lié à notre installation? Mais il y a 2 ans, du coup, il y a une chevêche qui est apparue à la ferme, au bâtiment, et qui a passé 2-3 mois autour de nous à chasser dans les prairies où on est là. C'était un cadeau à l'été autour des vaches, et elle venait chercher l'hiver. Il y avait encore de l'activité dans les bouses et elle venait manger dans les bouses. D'où vraiment là l'intérêt, le vermifuge, j'étais sûr que c'était terminé, qu'on n'allait pas en remettre À écouter Samuel, Bastien et Gaspard, on croirait que prendre soin du vivant et bien vivre en tant que paysan, c'est simple. En 4 jours sur place, j'aurais pu aussi faire cette conclusion. Mais à les écouter et les observer, je sais que derrière leur sourire et leur passion, les 10 années d'aventure ont aussi été pleines d'épreuves. Prendre soin du vivant en tant que paysan, c'est ni simple ni complexe. C'est simplexe comme la vie sur Terre. Pour que cela coule de source, des processus doivent être imaginés, créés, expérimentés, adaptés, jour après jour. À l'origine, j'avais chaussé, pour aller à la ferme des Hautes-Terres, une paire de lunettes un peu spéciales, celle de l'observation des oiseaux et de la compréhension de comment une ferme pouvait être hospitalière, pour les piafs. C'est la porte par laquelle j'ai découvert la ferme, en rencontrant l'an dernier l'un des fondateurs de cette ferme, Bastien Moreau, ornithologue passionné. Son associé Samuel est technicien des milieux aquatiques. C'est donc par ce prisme-là que mon reportage à Plougrescant dans les Côtes-d'Armor démarre. Et puis, j'ai compris que si le vivant peut se déployer sur les 60 hectares de la ferme, c'est parce que 304 personnes ont acheté ces terres et ont donc fait confiance au trio pour en prendre soin. Parce que ces paysans ont imaginé un modèle de ferme qui leur permet la quasi-indépendance des aides de la PAC et où le lien est au cœur. C'est le lien qui crée de la confiance et qui fait qu'une ferme peut devenir un lieu de rendez-vous, un lieu de fête, un lieu qui nourrit tout le monde. C'est le sujet de la deuxième partie, où vous entendrez un dialogue entre Samuel et Bastien, associés fondateurs de la ferme, et aussi un partage de Gaspard, salarié de la ferme, qui avant de devenir boulanger, était ingénieur à Paris. Je suis Opaline et vous écoutez la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la thématique Battement d'ailes à la ferme. Cet épisode a pu être réalisé grâce au soutien de donatrices et donateurs et je souhaite remercier aujourd'hui Rémi, Sylvie, Marie-Agnès, Florie, Alexis, Sylvain, Sabine, Léné, Sébastien et Pauline. Belle écoute. Donc je vais couper l'électricité parce que j'ai pas de poignée. Moi je vais me mettre devant, je vais les appeler. Et puis toi tu vas pouvoir te mettre juste là. Tu vas clôturer la sortie. Puis comme je te dis, tu enlèves le dernier poteau. Puis avec Élise, vous allez fermer la marche.
Ça va les filles? On va y aller? Vous avez bien mangé? Ah, tu peux rentrer dans le champ si tu veux sur la droite, il n'y a plus d'électricité. Elles sont toutes gentilles. On est bon? Ouais, normalement elles vont s'engager toutes seules. Elle est un petit peu dominée là-bas, là, derrière la tonne à eau, mais elle va suivre. Allez, vous venez? Allez, tranquille. Allez, venez, 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 venez. Doucement, Mélie. Voilà, tranquille. Jour 1. Demain, c'est la fête. Chaque année, l'équipe de la ferme et l'association Pool Stock organisent une soirée avec marché à la ferme, spectacle et concert. Après avoir donné un coup de main pour nettoyer les tables et monter les gradins, nous allons déplacer les vaches et leurs veaux. Un moment magique partagé avec Élise, une amie de la ferme qui vient souvent aider, et Bastien qui m'autorise à lui caler un petit micro pendant cette petite transhumance entre deux prairies espacées de 10 minutes de marche. J'ai été fascinée par les vaches Highland et leurs cornes majestueuses qui pèsent sur leur tête et les fait marcher un peu comme des éléphants. Les vaches déposent quelques bouses dans les chemins creux et les rues du village, attirant immédiatement tout un cortège d'insectes. Mais pas que. Promeneurs à vélo en famille, habitantes et habitants, touristes, observent avec curiosité ces gros animaux avancer tranquillement vers leur nouveau paradis d'herbes vertes et de saules. D'autres connaissent bien la ferme et viennent taper la discute. Ah, le papa, c'est le gros marron qui est là-bas. Ah oui. Ça, c'est la patronne. La patronne est là. Allez, allez, viens. Allez, c'est par là. Allez, venez, venez. Allez, Mélig. Hop. Ouais, des fois, comme il y a beaucoup d'herbes, il faut que je vérifie quand même. Je vais enlever juste la ficelle là. Comme ça libère la route. Quelle taille le champ là? Ouais, il fait un petit hectare. Du coup, il y a plein d'endroits où elles peuvent. Là, vous restez. Ah oui, pour se planquer et tout, ouais, carrément. Enfin, là, on a coupé un peu, il y a la haie là. Donc là, je leur ai pas tout donné parce qu'il y a derrière la haie de saule. Mais elles ont de quoi se gratter et manger pas mal de saule là. Et puis là, ouais, elles vont être là au moins 15 jours, facile, je pense. Et du coup, tu dis c'est une zone de captage? Alors ici, c'est pas la zone de captage, c'est une zone humide de la petite vallée de Pratmine. Là, il y a 13 mères et un taureau, donc tu vois, il y a 14 adultes. Voilà, c'est notre troupeau principal avec les petits veaux là qui sont nés en avril-mai. Après, là, j'ai une génisse que je surveille parce que ça doit arriver, j'ai une retardataire, elle doit faire un petit veau, quoi. Donc là, je vais passer un peu tous les jours là, pour vérifier. Bah, c'est celle qui marche là-bas, là, devant. Après là, il faut que je surveille un peu parce que j'ai mis un fil, donc le temps qu'elle voit les limites un peu. Parce que je leur ai pas tout donné de l'autre côté là. Mais je vais les renvoyer, je pense, derrière un petit peu. Manger un peu dans les saules qui s'étaient écroulés un peu avec la tempête, comme on avait fait un peu au printemps. Comme ça, on pourra continuer à faire le bois un peu là. On va aller voir juste au fond si elles sont bien. Si je vais fermer. Ouais, merci Guy. À plus. À demain, ouais, carrément, ouais. Vous venez? En fait, là, beaucoup de voisins sont des clients. Et aussi des associés de la SCI aussi. dont Guy fait partie. Et en fait, Guy, lui, il est propriétaire de de 4-5 hectares qu'on est en location avec lui pour le coup là. Et il nous avait mis à dispo, sous forme de bail, mais pour entretenir ces petites zones humides. Comme il n'y a plus de vaches en fait dans le coin, c'était un peu l'occasion de entretenir cette zone là, quoi. Parce que l'ancien paysan, ça fait longtemps qu'il avait plus de vaches, donc il broyait seulement les parcelles. Et quand il est parti vraiment à la retraite, en fait, c'est Guy qui les a achetées pour nous les louer. Donc c'est plutôt cool. Et là, on voit bien la différence aussi. Là, on a fait un petit déprimage là. On avait fait pâturer des jeunes animaux
au printemps. Et donc la végétation elle est plus verte. Salut Scop. Doucement, doucement. Oh, c'est pas le moment. Et ouais, du coup là, on voit bien la différence de manger assez tôt là, tu vois. On a mis des jeunes animaux d'1 an, juste sur cette petite partie-là, de manger en avril. Et donc ils ont mangé, et comme je savais qu'on allait venir tard, c'est pas trop, et c'est encore vert tendre, tu vois. Alors que là, on l'a pas fait. Jour 2. Je commence ma journée au petit matin, en retournant voir les vaches et leur écosystème. Donc là, je vais voir les vaches qu'on a amenées hier dans le pré de Pratmine. Une très jolie prairie humide, avec des joncs, avec des saules. Et j'aperçois les vaches qui sont en train de brouter paisiblement. Et je vais aller les voir pour voir si celle qui va bientôt véler va bien. Et voilà, donc on entre dans une prairie qui est vraiment très très belle. On entend un oiseau, je sais pas ce que c'est. Salut les filles! Salut les filles! Et Bastien m'a dit de leur parler, voilà, pour pas qu'elles soient prises par surprise. Dans cette prairie, il y a beaucoup de joncs, du lotier corniculé, des petits saules qui poussent, des bouses fraîches. Et il y a une madame qui me regarde avec beaucoup de curiosité. Voilà, un animal aussi imposant, c'est toujours impressionnant. Avec des cornes de 70 cm d'envergure. Voilà, tout le monde me regarde. Bon, il y en a certaines qui sont en train de ruminer tranquillement. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Je vais continuer à m'approcher pour faire quelques photos. Est-ce que je vais faire des photos des vaches ou des oiseaux? Parce qu'il y a autant d'animaux domestiques, entre guillemets, à observer que d'animaux sauvages dans cette prairie. On est vraiment comme protégés dans ce maillage de bocage qui a disparu dans tant d'endroits en France. Et ici, il a presque été intouché, parce que c'était sans doute trop humide pour remembrer. Jour 3. Hier, c'était la fête à la ferme. Cette émulation remplie de joie et aussi fatigue les corps dans une période estivale déjà assez intense en travail. Bastien me dit que c'est une journée parfaite pour moins travailler et aller se promener. Il prend ses jumelles et m'emmène dans le marais de Guermel, entretenu par de jeunes bovins, mâles et femelles. La batterie. Et voilà. On arrive. Ça fait combien de temps que les vaches sont ici du coup? En fait, le marais, là, on est dans le plus bas de la zone humide. Et en fait, suivant comment le marais il sèche tout doucement, on les descend progressivement au plus bas, quoi. Donc, en fait, elles ont entamé leur pâturage réellement sur ce site-là, là, le marais de Guermel, en avril, en gros. Et puis, elles étaient sur les coteaux, dans des parcelles relativement humides, puis vers les plus humides, celle-ci, quoi. Parce que là, on est vraiment juste derrière la mer. Donc un marais arrière dunaire. Alors il y a la route maintenant, mais en fait il y avait une dune il y a longtemps. Il n'y avait pas de route. Et il y a encore en fait des échanges. L'intérêt de ce site-là entre l'eau douce et l'eau de mer, quoi. Donc on a un espèce d'écotone là entre les deux, là, un milieu qui est assez riche, quoi, juste derrière le cordon là. Donc là ils sont 10 normalement. Et on leur donne, à chaque fois on fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'on démarre un peu sur cette partie de la roselière. Parce que là il y a un peu un objectif avec le conservatoire du littoral, c'est maintenir une bande de roseaux, mais aussi de limiter un peu sa progression sur une certaine partie. Parce qu'on a un bas marais acide un peu qui est dans le coin là-bas.
Et le roseau a tendance un petit peu à coloniser cette zone-là. Donc quand on les met à cette période, là, les bovins ils ont tendance à limiter la progression du roseau sur cette petite zone, quoi. Donc ça c'est pas mal, quoi. Alors attends, je vais regarder s'il y a du jus. Bah ouais, ça marche merveilleusement bien en fait. Comme elles sont là, elles ont vraiment à manger là. Elles sont bien éduquées au fil. Nous on entretient les clôtures un peu de manière rigoureuse là-dessus. Et depuis qu'elles sont jeunes, elles sont habituées à... Ça va les cocottes? Alors c'est opaline ça. Alors on les compte toujours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y avait une petite 10e là-bas. Donc impeccable. Donc ça c'est le lot qui a 2-3 ans. Ils ont entre 2 et 3 ans à peu près. Et donc ils passent une bonne partie de leur vie sur ce site-là. En fait à l'âge de ça, 1 an et demi. Donc on les transhume pour venir sur ce que nous on l'appelle le site de Gouarmel. Mais on les transhume, on a des landes un peu sèches en fait sur le plateau là au-dessus. On les emmène là. Donc là-bas ils passent l'hiver souvent. On leur apporte un petit peu de foin. Et après au fur et à mesure, ce que je disais tout à l'heure, au fur et à mesure de la saison, on les descend vers le marais de Gouarmel, quoi. Où ils passent une grande partie de l'été jusqu'en septembre-octobre sur ce site-là et notamment sur cette parcelle-là, quoi. Donc le marais ne ressemblait pas trop à ça non plus avant. Il y a eu un abandon du pâturage qui s'est fait un petit peu comme partout sur la côte. En fait, la polyculture élevage a disparu, donc ça s'est spécifié. On retrouve plus que de la culture légumière et les vaches ont disparu du paysage. On a abandonné cette pratique-là. Et donc tous ces sites-là, ils se retrouvent à l'abandon. Et le milieu, naturellement, il s'est refermé, quoi. Et le conservatoire du littoral, du coup, cherchait un moyen de gestion, en fait, pour donc, ce que je disais tout à l'heure, limiter un peu la progression de la roselière, la colonisation par le sol. Donc le meilleur moyen, c'est la fauche ou le pâturage. Et idéalement, travailler avec un agriculteur puisque c'est son quotidien en fait, quoi. Ce site-là, il fait vraiment partie de notre projet d'installation au démarrage. Puisqu'il faut toujours justifier d'une surface minimum d'installation, polyculture élevage. Et donc le conservatoire nous proposait ici 12 hectares en location. Donc on a pu le mettre dans notre projet d'installation en plus des quelques terres cultivables qu'on avait là pour les céréales. Donc ça s'est plutôt bien goupillé et donc on a répondu à une problématique de gestion pour eux. Nous on a trouvé de la surface pour faire pâturer nos bovins. Et en plus derrière il y a des enjeux en fait biodiversité qui sont assez remarquables, notamment rien que sur cette petite parcelle là. Enfin là on a 5-6 hectares là devant nous. Mais voilà, donc il y a une roselière assez importante, il y a un petit pré salé derrière le cordon, juste derrière les pins là ici. Là-bas, il y a le petit bas marais acide, donc c'est un peu une petite relique là, de zone de tourbière. Il y avait même historiquement, là, dans la zone qui est pour le coup boisée là-bas, des drosera, petites plantes carnivores. Tu as peut-être déjà rencontré sur d'autres espaces. Alors pour le coup là-bas, ça s'est boisé, donc la drosera a disparu, mais on a retrouvé d'autres types de végétation comme le trèfle d'eau qui est réapparu et une diversité d'espèces d'orchidées aussi. Donc ça c'est plutôt bien grâce en fait, juste au pâturage, quoi. Venez nous voir. Alors, ils ont un peu chaud. Dans l'eau il y a des génisses. Ouais. Alors les génisses, chez les Highlands, c'est assez facile de reconnaître mâles des femelles. Comme ça, juste sans regarder leur partie génitale, c'est les cornes, la direction des cornes. Ah oui, vers le haut, Ouais. c'est une femelle. Voilà, vers le haut, c'est sur le femelle. Alors les Highlands, et j'imagine d'autres races, mais je connais, en tout cas chez les Highlands, c'est assez marqué. Alors que les bœufs, là derrière, là, ceux qui se font des petits bisous, là, ils ont les cornes qui vont plutôt vers l'avant comme ça. Donc il y a des génisses ici, donc quelques-unes seront là pour renouveler un peu notre troupeau. Et puis les bœufs, voilà, c'est plutôt destination pour la viande de bœuf, quoi, enfin les colis, quand ils auront 3-4 ans, quoi, à peu près. On va aller voir s'ils ont de l'eau. Donc la réouverture des milieux, ça a permis de faire revenir certaines espèces animales aussi. Oui, il était assez refermé le marais.
Là, alors, la cisticole des joncs était assez présente, là, la petite fauvette qu'on entend là, peut-être qu'on va l'entendre tout à l'heure. Elle est revenue plutôt en masse, hein. Alors après, c'est une espèce qui est un peu liée aux conditions climatiques. Donc les bonnes années où il fait assez chaud, alors, voilà, du coup on avait vérifié tout à l'heure qu'il y avait bien de jus, donc fais gaffe. Les années où il fait pas trop froid l'hiver, on peut avoir quand même des effectifs assez importants, mais il y avait un couple tout juste ici sur le site. Là, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont installés juste sur cette parcelle-là. Là. Et la Rousserolle et Farvat, elle est assez présente sur la roselière. Alors la roselière, elle existait déjà avant qu'on arrive, mais il y a peut-être une petite corrélation quand même avec la ressource alimentaire qui est disponible en plus avec les bovins, du fait qu'il y ait beaucoup d'insectes là autour d'elle. Donc des fois en fait on la voit quand même venir chasser pas très loin des bovins. Et ce qui est pas mal, c'est alors ce site là aussi c'est un dortoir très important de Bruant des Roseaux, enfin localement. Donc pour l'hiver en fait, un site d'hivernage. Donc on fait des comptages, on a fait des comptages concertés sur plusieurs marais côtiers là, de la région du Trégor. Et le marais ici, donc l'hiver, on vient au crépuscule se poster. Je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre de comptage. Et en fait on les regarde tomber dans la roselière ou dans le secteur là. Et on est monté jusqu'à 500-600 individus en fait, à venir dormir juste sur cette partie-là du marais. Et à 300 mètres, il y a le marais de Ralévy, qu'on a aussi 300 ou 400. Enfin, c'est un travail qui a été fait, je sais pas, ça fait peut-être 6-7 ans qu'on avait fait ça. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un enjeu sur tous ces sites-là assez incroyable pour cette espèce-là. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis 2 ans, il est de nouveau nicheur en fait. Donc souvent les Bruants des Roseaux, une partie repartent, la plupart là, ceux-là, dans leur contrée pour nicher, mais dans ce coin-là, ça faisait plusieurs années où on n'avait pas eu de contact de reproduction et ça fait 2 années de suite qu'il y est. Ça c'est trop bien. Bah, c'est pareil, c'est un peu un opportuniste là qui est arrivé, mais un guépier. Guépier, un oiseau magnifique, avec surtout on le reconnaît bien à son chant. Et qui est venu chasser là dans le marais, il cherchait des libilules, là, il était en train de chasser des libilules. Donc ça c'était trop bien. Et donc les pompes à museau permettent d'éviter que les vaches accèdent au cours d'eau, ouais. Réglementairement, normalement, les bovins, notamment en Bretagne avec la directive, la nitrate, c'est vraiment un critère que les bovins ne descendent pas dans le moindre cours d'eau pour plusieurs raisons, hein. Soit les excréments directement dans la rivière et la dégradation des berges aussi. Et du coup après les problématiques de sédimentation du cours d'eau. Et donc ça, ce système-là, il est trop bien, c'est les pompes à museau. Le bassin versant, le syndicat de bassin versant du coin là, qui nous avait mis à disposition ces systèmes-là. Donc pompe à museau, c'est assez simple. C'est un tuyau qui va dans la rivière et on place ce dispositif-là dans la parcelle et on le met sous pression. C'est un genre de... quand on siphonne, comment on appelle ça ? Un siphon. C'est en pression et après, naturellement, comme ils sentent qu'il y a de l'eau devant, là, avec leur museau, ils viennent pousser là, cette partie-là et ils arrivent à s'abreuver comme ça. Donc on dit une pompe là comme ça, ça fonctionne pour une dizaine de bovins. Donc là j'en mets 2 pour être sûr que s'ils se grattent dessus, qu'elles se retournent, il y a toujours de l'eau. Mais voilà, ça évite l'accès direct au cours d'eau. Et nous, ça nous évite aussi d'emmener de l'eau avec des tonnes à eau, etc., faire des allers-retours. Donc c'est quand même un super truc, quoi. Et l'éducation se fait quand même bien. Souvent la question nous dit, mais est-ce que ils s'y habituent au bout de combien de temps ? Ben en fait, comme ils sentent l'eau là, ils viennent assez naturellement et ils comprennent très vite le fonctionnement de la pompe, quoi. Donc on vérifie juste qu'elle soit toujours en pression. Et voilà. Ça fonctionne. Il y a un historien là, local, qui connaît le site par cœur et qui aime ce site-là. Il y avait un meunier ici. On ne voit plus, hein, les ruines elles sont enfouies sous la végétation, pas très loin là du petit pont. Et il y a des petites parcelles derrière qui étaient assez proches du marais, mais qui étaient cultivées en céréales. Et les gens emmenaient leurs grains ici là dans le marais pour faire leur farine.
La cysticole. Ouais. Là-bas, ouais. Là-bas. On peut essayer d'aller un peu dans la roselière, voir si on entend les rousserolles. Ah bah tu vois, il y en a, hop. Alors maintenant il y a peut-être des jeunes aussi à cette saison là. Ah oui, dis donc. Ouais, il y a du monde. Donc ça c'est vraiment chouette. On voit bien que ce milieu il lui est très favorable. Donc le GMB aussi, le groupe mammalogique breton, était venu donc pour, je pense aux chauves-souris, était venu faire des inventaires déjà du temps, avant qu'on s'installe nous. Et ils se sont rendus compte, donc ils faisaient un suivi un peu sur la barbastelle là, qui est une chauve-souris plutôt forestière, donc qui fréquente les coteaux là. Et les années après on a installé nos bovins, qui avait une activité en fait acoustique incroyable là. Au-dessus du marais au moment où il y avait les bêtes, et c'était certainement en fait lié à la production d'insectes. Donc une activité acoustique intense parce qu'il y a les vaches, donc il y a des insectes. Ouais. Donc ça c'était... ils ont recensé 12 espèces là sur cette zone-là. Là. Ils sont très calmes là. Hein. Je pense qu'ils ont... C'est apaisant. Hein. Ouais, c'est apaisant. Puis on les voit là, dès qu'ils sont relax, ils se remettent à ruminer. Donc voilà, là il n'y a pas de. Enfin on n'est pas une menace du tout. Ils sont sereins quoi. Mais on prend vraiment le temps, tu vois aussi avec les animaux. Tu vois le travail aussi effectué parce que là ils ont déjà 3-4 ans et c'est un troupeau qui est cool. Et ça c'est super agréable pour les déplacer. Ils te suivent, ils sont jamais stressés. Toi ils te connaissent pas, c'est la première fois qu'ils te voient là et toi, ils sont quand même cool. Et de les garder parce qu'on est en plein air intégral et donc il n'y a que le moment du sevrage, qui est un moment un peu traumatique finalement, la séparation entre la mère et puis son veau. Donc là le sevrage il s'effectue au bâtiment, on garde les veaux au bâtiment, enfin, les veaux qui ont 9-10 mois, le sevrage il se passe à cet âge-là. Et on les garde au bâtiment et on crée le nouveau lien en fait. Donc ça passe d'abord par juste une présence, on s'observe, et après petit à petit, à part la friandise aussi un petit peu, mais on arrive à créer soit du contact pour ceux qui sont d'accord. Et en fait ces petits moments passés, après c'est de la confiance qui est gagnée, et derrière tu as un troupeau qui est calme et confiant, et la plupart après, il y en a, ils aiment les papouilles quoi. Ah, il y aura un petit job aussi à faire sur les bousiers. Sur les bousiers, ouais, ça serait pas mal. Les coprophages. Ouais. Ah ouais. Non, c'est génial les bouses. Ah j'adore. Mais la rapidité de colonisation quoi. Quand la bouse elle est posée au sol, la rapidité d'exécution quoi. Il y a des vétérinaires spécialisés en agroécologie, Coralie Amar et Lucille Brochot, qui étaient intervenues à l'école d'agroécologie voyageuse. J'avais fait un podcast avec elle. Et elles disent qu'une bouse est à la fois une nurserie, un restaurant et un espace de rencontre amoureuse. Ouais, c'est vrai. C'est fou quoi. Quand tu regardes la bouse du point de vue de toute la vie qu'il y a dessus, plutôt que juste c'est de la merde. Ouais. Et puis d'où l'enjeu de ne pas utiliser de vermifuge quoi. Ça c'est quelque chose quand on s'est installé, tu vois. On écoute un peu quand même. On se dit bien qu'on va faire quelque chose, tu vois, de différent, etc. Mais pour se rassurer, on a écouté quelques avis de veto, tu vois. Le cabinet qui nous suivait. Et il dit ce serait quand même bien de vermifuger à la mise à l'herbe des animaux, etc. Et la première année, on a suivi le conseil, quoi. On a dit ok, on vermifuge. En fait, moi, ça me faisait trop mal au cœur d'utiliser ce genre de molécules. Donc la deuxième année, j'ai arrêté et on fait analyser au moment de l'abattage des animaux. Tu peux faire un peu analyser pour voir le taux d'infestation entre guillemets de la douve, petite douve, etc. Et donc il y en a forcément, mais ils vivent avec quoi. Et là, on est déjà sur des races aussi plus rustiques. Et finalement,
Donc elles apprennent à vivre avec. Si les animaux, enfin les jeunes animaux, donc les veaux, ils ont bien démarré avec leur mère, ils ont... Ah bah c'est des cyticoles ça, aussi. Ah. Alors il y a un tariépâtre aussi peut-être, alors peut-être que tout seul là-haut. Ah, la fauvette. Enfin la rousserolle effarvate. Alors tariépâtre pareil, il se porte très bien ici dans la parcelle. Ah tu vois, elle n'est pas grande cette parcelle, mais c'est incroyable ouais, la vie et le nombre de la quantité quoi. Donc moi je fais un peu le suivi avec Eric là, qui est le chargé de mission un peu du site. Donc lui il fait assez régulièrement, donc il a des points d'écoute, je l'accompagne de temps en temps. Et cette année on a quand même la rousserolle effarvate. Alors c'est pareil, hein, il y a des meilleures années, des années plus bonnes que d'autres. Et sur l'ensemble là, du site, on a 6-7 couples, ce qui est le record pour le moment. Depuis 10 ans, une dizaine d'années qu'on suit il y a des suivis réguliers et là en tout cas voilà. Donc il y a le fait d'avoir ouvert les milieux, enfin de maintenir les milieux ouverts ouais. Et tous les insectes qui sont drainés par les vaches. Bah ça doit participer parce qu'on les voit en fait chasser jamais loin en fait, là, les tariépâtres, les cyclades. Ouais. Et donc l'ensemble de ces facteurs-là fait que ouais, ça offre quand même plus à manger, je pense. Waouh! Il y a du monde là-dedans. Tu m'étonnes que ça chasse. Les pauvres. Bon, je vais les laisser tranquilles. Ouais, bah, l'activité des barbastelles, voilà, après il faudrait faire des études un peu plus... Faudrait regarder leur caca. Ouais, voilà, faire un lien, mais en tout cas, c'était vraiment flagrant. L'activité, elle était assez incroyable à ce moment-là précis du comptage au-dessus du marais, au-dessus des vaches, quoi. De temps en temps, ça arrive, on a aussi le passage du hibou des marais, donc ça c'est génial. Le hibou des marais, c'est plutôt à l'automne, là, au passage d'automne, et je le vois chasser en fin de journée, ouais. Mais il peut démarrer assez tôt, des fois, sa petite partie de chasse. Et donc là, j'ai les piquets en bois, là, je l'avais vu poser là, sur ce piquet en bois, là, par exemple. On avait une petite série, là. Génial, super oiseau. On va traverser... C'est un peu métallique. Ouais, c'est un peu métallique, ouais. Un peu comme la nilote mélodieuse, il y a un peu de métal aussi dans son chant. On peut traverser un petit peu la partie un petit peu pâturée, là. Et donc la petite zone, le petit bas marais là, acide dont je te parlais, donc c'est une relique en fait finalement de ce que pouvait être le marais de Gouarmel quand il était encore pâturé. Donc c'était il y a 5. Il faut remonter sur des images il y a plus de 50, 60 ans même aujourd'hui, pour avoir une vision du marais comme il pouvait être, enfin plus ouvert. Et toute cette zone là, donc il y a une végétation, donc là on vient de faire le pâturage, mais typique en fait des bas marais acides tourbeux là. Et celui-là, donc cette partie-là, le roseau justement le phragmite avait un peu colonisé fortement. Et petit à petit, avec le pâturage, on voit bien que ça s'est un petit peu diversifié. Et la roselière l'a un petit peu reculé. On entend bien. Quand c'est lancé, j'adore cet oiseau. Et là, on a conservé, tu vois, on voit bien la différence, c'est les roseaux qui est plus haut. Ouais. C'est toute cette bande-là, les conserver justement pour laisser une zone de quiétude aussi pour notamment la rousserolle, quoi. Il y a 2 mâles. Il y a une rousserolle qui s'est envolée là d'ici, juste à côté de nous. Génial. Oui, il y a cette question-là qui me vient, mais pourquoi les oiseaux en fait? Enfin, pourquoi pas les papillons ou... C'est lié à... En fait, moi j'ai fait connaissance de la nature, donc par la pêche, à la truite, dans le Massif central. Mais dans la ferme de mon père, c'est les oiseaux qui m'ont parlé beaucoup, et notamment une espèce, c'est l'hirondelle en fait. L'hirondelle rustique qui nichait à la ferme de mon père. Donc j'étais vraiment très jeune, et un jour mon père, qui connaît la nature mais qui n'est pas naturaliste ou ornithologue, il trouve une hirondelle qui s'était malheureusement cognée contre une vitre certainement, et il me l'apporte.
et elle avait une bague en métal à la patte. Donc j'avais 5 ans, 6 ans peut-être, et je vois un oiseau avec une bague en métal comme ça autour de la patte, je comprends pas, avec un code, un chiffre, des numérotations. Et en fait mon père, pareil, il avait connaissance de l'assaut naturaliste du coin, il dit bah, peut-être qu'on peut leur envoyer, ils connaissent les oiseaux, et ils nous en diront plus, quoi. Donc ok, on envoie la petite bague en métal, et l'association naturaliste me répond, et elle m'envoie un fascicule sur la vie de l'hirondelle rustique, et j'apprends que c'est une migratrice, et qu'elle était baguée par des humains pour l'étudier, et qu'elle avait été baguée à Malaga en Espagne, donc à 1400 km, d'où elle venait nicher tous les ans dans la ferme de mon père. Et donc en fait j'ai trouvé ça dingue, quoi. Ce petit oiseau comme ça, de traverser enfin, voilà, toute cette zone-là, et en fait les oiseaux, à partir de là j'ai adhéré à l'association. Ils m'ont envoyé de quoi faire les comptages des hirondelles. Donc après tous les ans, je me suis mis à compter les hirondelles de la ferme chez mon père, etc. etc. J'ai fait des sorties. Et donc les oiseaux, je ne les ai pas lâchés. Et après, j'ai découvert les autres vivants, donc les chauves-souris, les insectes un petit peu, les reptiles, les amphibiens. J'ai fait beaucoup de suivi d'amphibiens. Mais ouais, cette histoire-là, moi, ça m'a vraiment marqué, quoi. Et le petit fascicule, je l'ai toujours. C'était imprimé sur c'était du vieux papier avec la machine à écrire et tout. Trop bien. Après, dans mon grand rêve d'oiseau, à la ferme, là, ce serait le retour de la chouette chevêche sur la presqu'île. Donc les rapaces nocturnes aussi, j'ai un lien avec elle, et notamment la chouette chevêche. Parce que chez mes parents, après, il y a des populations là, qui se portent pas trop mal et que je m'étais mis à suivre. Je sais pas pourquoi, ces oiseaux de nuit, et notamment elle, parce qu'elle est... En fait, quand tu la rencontres aussi, une première fois, c'est une petite chouette qui a du caractère, qui a du carafon, elle est présente, peux la voir un peu en fin de journée, ou enfin, voilà, quand il fait encore jour, et elle a un regard, en fait, elle est toute petite, mais très puissant, quoi. Des petites chouettes aux yeux d'or, en fait, jaunes, là, et tu sens qu'elle est là, quoi. Et elle est, je sais pas, fabuleuse, quoi. Et un peu aussi, elle est symbolique au sens, elle représente, en fait, enfin, dans ma représentation, et dans beaucoup, c'était une espèce qui était très courante, notamment là dans la Bretagne. Dans les anciens écrits des naturalistes, là, elle était même presque pas notée tellement elle était courante, en fait, quoi. Et elle a quasiment disparu. Elle était très liée, en fait, à un paysage agricole qui aujourd'hui a disparu, en fait. Donc il y a quelques poches là où elle subsiste. Et donc à la ferme. Alors est-ce que c'est lié à notre, j'ose espérer, hein, notre installation. Mais il y a 2 ans, du coup, il y a une chevêche qui est apparue à la ferme, au bâtiment, et qui a passé 2-3 mois autour de nous à chasser dans les prairies où on est, quoi, là. Donc c'était un régal. Donc là, c'était franchement, c'était un cadeau, quoi, de ouf. Et là, parce qu'entre-temps, je suis la population la plus proche, c'est juste de côté, là, donc la presqu'île de Plouvrescant et la presqu'île de Pleubian. Donc il y a juste une rivière, enfin le Jodi, qui est assez grand, qui nous sépare. Et donc là, il y a une 15-20 couples, en fait, connus, assez stables, qui se portent pas trop mal. Et donc je me dis, mais voilà, il y a un vol d'oiseaux, là, il y a 1 kilomètre même pas pour nous rejoindre. Donc quand est-ce qu'elle va venir? Et donc il y a 2 ans, là, elle vient pendant 3 mois, et là, elle a chassé donc là où il y a les chevaux, donc là où il y a nos 3 chevaux. Elle aimait bien chasser là parce que c'est des zones assez rases, et elle était autour des vaches aussi, et elle venait chercher l'hiver. Il y avait encore de l'activité dans les bouses, et elle venait manger dans les bouses. D'où vraiment là l'intérêt, le vermifuge, j'étais sûr que c'était terminé, qu'on n'allait pas en mettre, quoi. Enfin, de toute façon, on n'a mis que la première année, et après on avait arrêté. Et voilà, là ça parle, quoi. Enfin, franchement, c'était top. Et donc il s'est passé 2 ans entre temps, et cette année, donc, nouveau contact de la chouette chevêche sur la commune, alors sur les parcelles de la ferme, pas au bâtiment, mais un petit peu plus loin. Alors là, l'histoire un peu moins cool, c'est qu'elle a été ramassée blessée sur la route juste à côté d'une de nos parcelles. Alors on pensait qu'il y avait une collision routière, mais en fait non, elle était affaiblie. Alors on n'a pas su pourquoi. Elle a fait un petit séjour au centre de soins de l'île Grande, et on l'a relâchée sur la parcelle, quoi. Donc deuxième manifestation, présence de la chouette sur nos parcelles. Donc c'est dur tant que tu ne fais pas une étude un peu sérieuse, savoir la corrélation, mais en tout cas elle est présente
en tout cas, elle explore. Tu vois. À défaut d'avoir l'opportunité et le matériel pour enregistrer moi-même les chants d'oiseaux, j'ai dégoté quelques sons sur le web. Voici la chouette chevêche enregistrée en Belgique. Donc il y a le raldo aussi là qui est nicheur sur la. Il est hivernant et il niche sur le site. Les bruyants des roseaux qui passent l'hiver alors en nombre. Ça offre un spectacle le soir au crépuscule qui est vraiment bien. Et puis dès le printemps, en fait, j'attends les premiers chants de l'arrivée des rousserolles, en fait. Quoi. T'as un petit faible pour cet oiseau. J'ai un petit faible pour toutes ces petits passereaux là un peu aquatiques. Ouais. On a, alors pas sur cette roselière là, mais il vient, on a le phragmite des joncs aussi, c'est une autre rousserolle aquatique là, qui a pareil un chant. Peut-être les chants aussi qui sont vraiment particuliers, la métallique comme ça, et c'est très énervé. Ah, allez hop, on va nous faire un petit spectacle, la cisticole. Là. Tu la vois? Toute petite, elle est magnifique elle. Wow. Vraiment minuscule quoi. Petite fauvette aussi. Elles sont type. Magnifique. C'est la première fois que je la vois aussi près. Tu veux la voir un peu avec mes jumelles? Ah ouais. Là, les lumières sont quand même. Je fais plaisir en trouvant enfin. Ouais. M'acheter une bonne paire de jumelles. Et là, je capte encore mieux des moments intimes avec lui parce que je rentre vraiment dans l'intime de l'oiseau. Quoi, là. Parce que je vois tous ces détails, les contrastes, les lumières. Là, elle nous offre un petit spectacle qui est sympa quand même. Et la cisticole, les bonnes années, donc c'est assez productif en jeune. Ça peut faire plusieurs nichés. Assez étalé dans le temps. Bah là, le milieu où elle est, donc elle aime bien. Elle fréquente un peu les roselières comme ça, mais elle va rechercher ces zones prairiales finalement un petit peu plus. Et son nid, il est assez proche du sol, elle fait un petit nid en touffe. Donc elle a besoin un peu de strates vraiment un peu variées. Donc là, c'est vraiment parfait, quoi. Et donc, l'hiver, elle est en Afrique. Ouais, c'est une migratrice et du coup, l'hiver, elle nous quitte. Alors plus ça va, plus il y a des cas d'hivernage en France même maintenant, en fait, ouais. Mais sinon, ouais, avant, c'était une migratrice, une vraie migratrice, enfin, vraie. Elle migrait bien plus loin. Et plus ça va, plus en fait elle est présente maintenant en hiver. Il fait le changement du climat favorise aussi un peu ces espèces-là. Quoi. Mais du coup, la chevêche qui se. Pour revenir sur aussi cette petite. T'en as déjà vu des chevaux de chevêche? Non. T'en as pas vu? Voilà. Il faut vraiment que. Si tu reviens en février-mars, au moment où je fais les suivis sur la presqu'île, il faut que tu m'accompagnes. On fait de la repasse, du coup. La repasse? La repasse, tu connais le principe? Tu passes et tu repasses? Non, alors ouais, c'est un peu ça. C'est plusieurs passages. Et la repasse, en fait, c'est un peu intrusif dans le sens où tu vas provoquer, en fait, tu vas stimuler la réaction de l'oiseau en diffusant le chant du mâle. J'ai fait ça avec la hulotte et avec Flo. Ouais, d'accord. Okay, quand la hulotte, elle est très. Voilà. Chip. Avec son petit vol, là, comme ça, ondulé. Et le bruyant des roseaux, c'est pareil, c'est quand même un spectacle qui est pas mal. Là, l'hivernage, quand il. Et les rondelles rustiques aussi, là, ceux qui se nourrissent aussi au-dessus du marais. Quand ils volent, ils arrivent tous ensemble à partir de 16h30, on est en poste là sur la digue. Et tu les vois arriver un peu, par petits groupes de 10. Ils volent et d'un coup, ils plongent comme ça, on dirait qu'ils coupent le moteur et ils font un plongeon dans la roselière. Quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à les compter, parce qu'eux ils font ça et souvent il y a d'autres, des fois ils sont avec des pinsons, mais eux les pinsons ils continuent la route pour aller se coucher plutôt dans les arbres le soir, alors que le bruyant des roseaux il va plonger comme ça dans la roselière. Quoi. Et ouais, donc la repasse c'est pas mal. Enfin, c'est une bonne méthode pour la chouette chevêche pour dénombrer le nombre de mâles chanteurs sur un territoire. Donc tu diffuses le chant du mâle et en effet tu as une réponse qui est, si un individu qui est territorial et la chevêche est assez territoriale,
Elle est très loquace et elle vient assez près finalement, donc des fois tu as des observations assez incroyables de petites chouettes quoi. Puis la taille quoi, c'est un oiseau qui est comme ça quoi. Donc le marais c'est pareil, donc il y a un plan de gestion hein, qui est un peu établi avec. On a décidé un peu ensemble avec le gestionnaire du site là, quelle période, quand on pâture, comment on pâture. Donc, comme ça rentre finalement nous dans notre logique aussi de préservation des milieux, il n'y a aucun souci, c'est pas une contrainte finalement quoi. Et tant mieux qu'on essaie de faire un maximum de choses avec eux pour favoriser un maximum de vie quoi. C'est un peu l'objectif. Et là on voit bien la limite, donc ça c'est là une zone d'exclos on appelle, où là par contre il n'y a pas d'intervention, la roselière on la maintient telle quelle quoi. En fait il y a aussi un petit canal là d'eau saumâtre où il y a l'échange terre-mer et surtout l'eau salée là et l'eau douce se rencontrent ici et qui créent des milieux un peu particuliers. Alors j'ai pas de nom latin, mais là ils ont découvert une espèce de crevette d'eau saumâtre. Alors il n'y a pas beaucoup de monde qui les étudie, mais qui n'est pas décrite encore finalement, apparemment. Donc ils sont un peu en train d'étudier le truc. Peut-être qu'il y a une similitude avec une crevette italienne comme ça, qui lui ressemble, mais ça se trouve c'est une espèce alors nouvelle ou à voir. Bastien m'emmène ensuite dans une autre prairie où les animaux ont pâturé un peu plus tôt dans l'année. On termine la balade en s'installant sur un arbre tombé au sol, et Bastien me raconte à quoi ressemblait la ferme quand lui et Samuel se sont installés, et comment, en 10 ans, elle s'est transformée. Alors cette parcelle aussi je l'adore. Pour lui déjà, le chêne, il n'y a pas d'électricité. Lui il est vraiment beau avec sa grande voûte comme ça. Oh waouh. Et cette vue-là, alors bon là on est déjà on est au mois d'août quasiment, mais c'est une prairie qui est vraiment paysagèrement remplie de fleurs quoi. Et donc ça fait partie, tu vois, l'entrée du marais. Donc là il y a une petite pente. Donc les animaux ils passent l'hiver en gros pour te situer la lande qui est au-dessus des bois. Et après on a un réseau de parcelles qui appartient au conservatoire du littoral. Et on les descend au fur et à mesure. Plus ça va comme ça, et puis ils atterrissent au cœur du point le plus bas où on les a vus tout à l'heure quoi. Donc elle chemine de parcelle en parcelle ici. Et donc là on voit bien typiquement on a laissé tu vois la végétation là, les roseaux on n'y a pas touché parce que là on sait que tous les ans il y a une rousserolle effarvate justement qui niche là, donc on fait un petit exclos pour lui foutre la paix quoi. Pour être sûr que nos bovins ils n'aillent pas rentrer dedans. Parce qu'on est un peu tôt quand on arrive là, donc on est souvent pile dans la période de repos. Lui là c'est le jonc acutiflore quand tu le pinces comme ça et que tu fais. Ça fait clac 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 dans les doigts. Tu en prends une tige et tu fais. Ah ouais mais non mais comme il est tout jeune, il a repoussé, il fait pas. En fait ça y a des petites cavités, souvent ça fait clac 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 sous les doigts. Et celui-là les vaches elles l'aiment bien. À la différence du jonc diffus, il est plus dur à faire manger. Et on voit, tu vois, là il y avait un objectif clairement de conserver le bas marais acide et de limiter la progression du phragmite. Donc il y a quelques pieds de roseaux, de phragmite, mais globalement on a retrouvé un milieu plus ouvert et qui correspond un peu à l'habitat, enfin le bas marais acide avec son cortège de plantes associées et notamment le trèfle d'eau. Et celui-là j'aimerais bien voir s'il est en fleurs. On est peut-être un peu tard, mais là on était un peu limite aussi, donc on avait fait un petit exclos. Et c'est ça la problématique, c'est qu'on veut faire reculer un peu le roseau, mais si on ne le mange pas, il s'installe et le trèfle d'eau il va être un peu concurrencé. Donc là le roseau il a gagné, on voit bien qu'on n'a pas pâturé et c'est là où il y a la station de trèfle d'eau quoi. Donc heureusement nos animaux au retour ils vont faire un deuxième passage ici en septembre, octobre je pense, et ils pourront manger les roseaux pour limiter sa progression à ce moment là. Et le trèfle d'eau aura fini son cycle. Et là le spectacle aussi il est terminé, mais il y a la linaigrette, c'est une petite plante qui fait avec un coton comme ça au bout de sa tige là, et c'en est recouvert quand c'est fleuri, c'est tout blanc, c'est très très beau. Ah elle est trop belle aussi, viens voir, l'Argiope frelon. Ah oui, oui, bien sûr. Tu sais, oui. je la trouve moins courante, même dans les zones où je la connaissais, tu vois, dans les friches et tout, je la trouve moins courante. Oh la vache. Oh. Oh non, elle est en pleine chasse.
Incroyable. En fait, je me disais, je vais prendre la sauterelle et la... Ah, t'avais vu la sauterelle? Bah oui. Oh là là, scène de crime, quoi. Regarde. Allez hop. Je crois que j'ai jamais vu. Oh là là, la pauvre bête. Et puis elle est pas encore morte. Hein. Bah après, normalement, elle lui injecte une petite... Elle a dû injecter quand même sa morsure. En fait, je pensais qu'elle avait peur de moi, mais en fait, c'est en couchant ça. Qu'il y a une sauterelle qui est... La sauterelle a sauté sur sa toile. Une sauterelle sur la confiance. Bon, écoute, il faut de la mort pour faire de la vie. Hein. C'est une belle araignée, donc... Quand on s'est installé donc avec Samuel, enfin là où on a monté notre bâtiment, c'était un champ, un unique champ de 6 ou 7 hectares d'un seul tenant, que en céréales et sans aucune végétation apparente, c'est une belle monoculture. Et là déjà en 10 ans, en fait, on va être sur notre 10e année d'installation. En fait, le changement, il est... il n'y a pas besoin d'être naturaliste, quoi, mais on a une diversité d'êtres vivants qui est remarquable, quoi, alors qu'on partait quand même de loin. Hein, et là, il y avait une parcelle même qui était drainée. Hein, et pour le coup, aujourd'hui, c'est une zone humide, en fait. Il y a clairement les espèces typiques de la zone humide qui sont installées en ne faisant rien. Hein, c'est-à-dire qu'on a juste arrêté la culture de céréales. On a laissé faire sur cette zone-là les drains, on en a enlevé une partie. Il y en a qui se sont bouchés aussi naturellement. Et l'eau s'est remise à stagner tranquillement et la végétation s'est implantée, quoi. Donc là visuellement, on voit vraiment bien la différence. Et après, on a reconstitué quand même, on a aidé un petit peu, filé un coup de pouce, donc on a reconstitué un maillage de parcelles qui me semblait plus cohérente en termes de taille. Donc on a refait des talus, replanté des arbres, alors via braise bocage, mais aussi on a regarni en glanant des plants à droite à gauche et en laissant faire aussi. Et le réseau de haies qui s'est installé, on a essayé de planter aussi en parallèle des futurs arbres têtards, en fait, en plantant une gaule de saule d'un diamètre entre 5 et 10 cm, en tapant dessus à la masse, et en fait en très très peu de temps, on a une tête qui se forme, un recépage qui s'effectue. Et assez rapidement, alors c'est encore jeune, mais tu vois la trogne qui commence à se former, on espère avoir des cavités aussi à terme. Et le moindre piquet de saule qui est un arbre têtard en devenir aussi est un perchoir tout de suite, en fait. Donc on voit s'y poser le faucon cresserelle, différents rapaces, les rapaces nocturnes, donc la chouette effraie. Le bâtiment en soi, donc, qui est sorti de terre, donc là on a construit un bâtiment en bois et lui-même est un support en fait d'accueil pour pas mal de choses. On a poussé un peu le curseur en installant des nichoirs, donc nichoirs à chouette effraie, qui dès la première année en fait, première ou la deuxième année, enfin très très tôt, le logement là disponible, il a tout de suite été occupé par un couple de chouettes effraie et qui est là régulièrement tous les ans et qui nous offre un super spectacle à chaque fois. Donc là c'est très visuel. Et en parallèle, on avait installé aussi un nichoir à faucon cresserelle, juste derrière, à l'extérieur pour le coup, sur un des pignons. Lui, il a mis un petit peu de temps, il a été vide pendant longtemps. Et en fait, on a un couple qui est arrivé il y a 2 ans, qui a donné 4 jeunes la première année à l'envol, et là, cette année, que 2, mais voilà, ça c'est déjà aussi une progression incroyable. Et le terrain de chasse, pour revenir aussi 7 hectares, je parle juste d'une partie de la ferme, hein, ce qui est visuel autour du bâtiment, c'est le terrain de chasse, je veux dire, du faucon cresserelle maintenant. On le voit chasser et nourrir les jeunes ici. Les mares. Les mares, ouais. Donc on a travaillé aussi sur le réseau de mares. Donc ça, juste aussi à proximité, on a, enfin sur l'ensemble du parcellaire qu'on a, je pense qu'on a, je parle des terres là juste autour du bâtiment, on a une dizaine de mares à peu près qu'on a mis en place. Donc là, ça répond pareil tout de suite. Elles sont globalement un petit peu plus en coin de parcelle, et là l'idée serait de pousser un peu le curseur et d'en faire des mares de plein champ, en fait ça n'existe quasiment plus, avec un ensoleillement plus important. Donc ça serait un peu le projet. On observe déjà tout de suite beaucoup de choses qui s'y développent en termes de présence d'amphibiens,
les oiseaux qui viennent s'y abreuver évidemment, les mammifères sur les pièges vidéo qu'on installe. Donc on voulait devenir paysan. Quand on a fait ce choix-là, évidemment, c'était en agriculture biologique par notre passé, en étant tous les deux chargés de mission dans des structures naturalistes, enfin structures naturalistes pour ma part, et Samuel, technicien bassin versant. Et faire de la nourriture de qualité, locale, en vente directe. Au début, on a créé 2 ateliers, mais c'est 3. En fait, c'est un atelier céréales pour faire de la farine, pour faire du pain. Un atelier en bovin allaitant, en race rustique, pour entretenir des espaces naturels, en concertation avec le conservatoire du littoral et le syndicat d'eau pour le pâturage d'un périmètre de captage d'eau. Et évidemment, du coup, un atelier finalement biodiversité, qui était de fait lié à ces pratiques, mais d'aller plus loin que l'agriculture biologique finalement. C'est de travailler vraiment avec le vivant. Parce que l'agriculture biologique ne veut pas forcément dire. Il y a un cahier des charges de base, mais on peut aller on peut aller plus loin. Et si on veut vraiment créer des environnements, je trouve pas mon mot. Hospitalier, voilà, c'est ça, hospitalier. Il faut se soucier justement de tout ce qui se passe en dehors des zones dites un peu de production, quoi. D'où l'idée de regarnir un maximum, d'offrir des conditions variées pour le plus grand nombre d'êtres vivants, quoi. Est-ce possible de prendre autant soin de la vie sauvage et d'avoir un modèle économique viable ? Oui, en fait, ça c'est même pas. Pour moi, c'était un fait. Dans l'idée, c'est compatible et ça devrait. C'est pas une contrainte, quoi, du tout. Au contraire, et notre modèle économique, en fait, il fonctionne et la biodiversité se porte quand même plutôt bien. De ce qu'on en voit, mieux. Le nombre d'espèces d'oiseaux, donc sur la petite zone autour du bâtiment, on était à péniblement une quinzaine d'espèces nicheuses. On est passé à 40 en 10 ans. Notre activité économique s'est développée en parallèle, en même temps que la vie sauvage finalement. Donc oui, c'est compatible, quoi. Ouais, c'était une base importante. Alors du moins peut-être plus pour moi que pour Samuel, pour le coup, tu vois. Samuel est sensible plutôt à la qualité de l'eau, les enjeux de manger sain, tu vois. Et après, comme je suis naturaliste vraiment depuis gamin, comment je fais pour avoir plus d'êtres vivants à côté de moi dans mon quotidien. Et avec une efficacité de... Bon, votre démarche me fait beaucoup penser à Sébastien Blache, à la ferme du Grand Laval, qui a énormément de mal à remettre du tournesol là où il a vu la marouette ponctuée. Il dit une fois qu'on l'a vue, on veut qu'elle reste, donc on fait tout pour qu'elle reste, et donc on va pas semer de tournesol, donc ça pose question sur l'évolution du modèle économique de la ferme. Tu as rencontré aussi Frédéric du GAEC de la Barge. La rencontre, notamment avec Frédéric, un peu par hasard finalement, avec la naissance du projet de l'ouvrage du livre Paysans de nature. Et quand il m'a parlé de ce projet-là, ça a vraiment... ça a mis des mots sur notre démarche, quoi. Et ça a permis de dire ah ouais, ce qu'on fait là, il y en a d'autres qui le font. Et c'est génial parce qu'on sent qu'il y a un réseau là naissant et qu'il y a plein d'initiatives comme les nôtres qui émergent dans ce but-là, quoi, de vivre de son métier, mais de respecter aussi le vivant qui nous entoure et de l'aider à cohabiter, quoi. Le réseau breton qui est apparu là maintenant, donc on se rencontre quand même plus, et au-delà je trouve que ça donne une autre dimension dans nos discussions, c'est-à-dire souvent on est tourné on parle rapidement dans des groupes système herbagé, de la production de céréales, etc. Et là, ça donne une dimension qui n'a pas en plus d'enjeux, on va dire spécialement, à mon sens, économique en fait. Donc c'est un peu aussi une bouffée d'air dans nos systèmes, de parler d'autre chose que notre production pure dans l'agriculture biologique. C'est toi, tu as observé quoi sur ta ferme, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, comment on pourrait encore plus mettre des conditions d'accueil pour telle ou telle espèce. Donc ça, c'est quand même un réseau qui est très vivant, quoi, pour le coup. C'est fou de dire
on les accueille sur notre ferme, alors finalement c'est peut-être eux qui nous accueillent. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. Tout à l'heure on parlait de lutte. Est-ce que pour toi la paysannerie implique forcément une lutte? À quel niveau? Et quel équilibre toi tu trouves entre lutter et créer, co-créer? Tu vois, est-ce que tu sens une harmonie là-dedans? Est-ce que ça te parle? Comme c'est une question que j'ai du mal à résoudre un peu en ce moment. Pourquoi tu as du mal à la résoudre? Parce que je m'interroge en fait sur, Ok. sur ma position par rapport à ça en fait. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens, pour plein de causes, il y a des luttes un peu partout pour défendre en fait, des valeurs et des idées. Est-ce que mon quotidien c'est une lutte? Non, enfin je la vis pas comme une lutte. Il y a besoin de lutter, mais plutôt de réaffirmer qui on est, par rapport aux actualités aussi dans ce moment. Et c'est ça je pense, qui est important, c'est de garder le lien, donc évidemment, avec les êtres vivants, mais aussi avec les citoyens, les consommateurs. Et ça, c'est une perpétuelle forme de lutte finalement, mais pour aller dans le bon sens. Mais c'est comment maintenir le lien, et du coup ça peut être un peu une lutte au quotidien. Parce que y a tellement d'informations, de désinformations, que c'est pas facile et ça demande tout le temps besoin de réexpliquer qui on est, ce qu'on fait, nos valeurs. Et c'est en ce sens-là que c'est pour aller dans le bon sens, tu vois. Mais, ça demande un effort. Ça demande un effort, voilà, constant. Mais pour les bonnes choses, finalement. Peut-être un dernier mot sur des liens entre des clients et des choses que des gens ont vues, ou tu vois, entre mangeurs et... Moi j'ai beaucoup aimé la scène d'hier, je ne l'ai pas vécu, mais de ce que j'en ai entendu, c'est la rencontre hier à la soirée à la ferme qu'on a organisée avec la soirée festive. C'est la rencontre avec notre chouette et frais du coup. Et je trouve que c'était un moment... on était face au nichoir et qu'elle ait offert son envol à tout le monde. Ça c'est un moment de partage. Donc là on a partagé une soirée animée pour discuter, et en fait la nature s'est manifestée d'elle-même et a offert son envol. Je trouve que c'était un spectacle dans le spectacle. C'était un spectacle dans le spectacle, quoi. C'était pas prévu, il y a une part d'improvisation, et la nature c'est de l'improvisation constamment en fait. Et là ça c'est génial. Je l'ai loupé ce petit moment, mais je pense que tout le monde a bien apprécié, quoi. Trop bien. Ça m'a tellement marqué en fait. Ouais, les gens m'ont tous pas, on a vu la chouette et tout, la rencontre avec la dame blanche, quoi. Ouais. Et ça, je trouve c'est génial. Il y avait des gens qui savaient même pas que cette caisse abritait une famille de chouettes. C'est ça. Ça mériterait qu'on... Ça fait 2 fois, parce qu'en fait, on a déjà fait un spectacle où elle s'est manifestée vocalement. Il y avait un démarrage de spectacle. Donc en fait, tu vois, c'est pas la première fois en fait qu'elle fait ça. C'était il y a 2 ans. Et alors c'était un peu plus tôt en saison, et les jeunes, ils étaient très bruyants. Donc on les entendait en fait chouinter, quoi, avant le démarrage du spectacle. Et évidemment, en fait, les artistes ils se sont retournés, ils ont regardé. Alors personne ne savait trop ce qu'il en était. Et elle s'était manifestée vocalement. Mais là, l'envol comme ça, là, hier, là. Et puis tout le monde, ça a marqué vraiment les gens, quoi. Le soir, on a vu une chouette et tout. Alors, je pense que comme j'en parle aussi, il y a des gens, des clients, je leur montre quand même la boîte, quoi. Et je pense que ça vaudrait le coup. Comme souvent les spectacles qui sont dans le coin comme ça, on la voit, ça doit questionner les gens. Soit il faut rien mettre et ça ouvre la discussion, ou alors il faudrait que je demande l'autorisation aux chouettes et frais, si elles sont d'accord, pour que je mette un petit message sur leur nichoir. Ça pourrait être une piste, quoi. Ou une petite chouette, quoi, ou une petite photo. Ou une petite photo, c'est vrai. Là, ils sont envolés, là, les faucons cresserelles. Donc, tu as le nichoir à chouette et frais sur le pignon intérieur. Et le pignon extérieur, donc, il est situé juste derrière le faucon cresserelle. Donc, ça fait 2 ans là qu'ils nichent dedans. Et là, ça, en termes aussi d'observation et de rencontre entre un rapace nocturne et un rapace diurne, c'était génial, parce que les jeunes cresserelles qui apprenaient un peu à voler, qui restaient près du nichoir, en fait, ils sont un peu aventurés par-dessus le bâtiment et ils sont posés sur le nichoir à chouette et frais. Et il y a un jeune cresserelle qui est venu tenter la découverte du nichoir à chouette et frais. Il s'est posé à l'entrée et en fait, il s'est fait expulser par les effraies tout de suite. Et
les cresserelles étaient excitées, les effraies étaient excités. Enfin, franchement, c'était un spectacle incroyable, quoi. Mais la première année, c'est toujours ça, où là, ça fonctionne. Tu te dis, tu as des prairies qui doivent être fonctionnelles, qui apportent la nourriture. Et en plus, ce qui manque souvent, c'est le site de reproduction. Donc, on a aidé en mettant un nichoir à dispo. Voilà, viens ou viens pas. Et là, ils s'installent. Là, tu te dis, tout est réuni, quoi. Il y a le lieu de nidification et la nourriture. Ça a donné 4 jeunes la première année, c'est quand même dingue, quoi. En termes de régulation, si on veut parler de ces choses-là, tu vois, la régulation, on dit que c'est entre 4000 et 6000 rongeurs à un couple de chouettes effraies avec ces jeunes. Et on est, je crois que ça autour de 2 ou 3000 campagnols par an. Donc au-delà de la régulation, ça fait partie d'un tout. Mais ça veut dire qu'il y a aussi autant de rongeurs potentiels ou d'autres animaux sur la ferme qui permettent de nourrir toute cette petite famille, quoi. Donc ça, c'est quand même dingue, quoi. Et voilà, cet épisode est terminé. Vous venez d'entendre Prelude for the Birds de l'album Le Concert des Oiseaux, interprété par la compagnie La Rêveuse. Merci à Florence de m'avoir permis d'utiliser ce magnifique morceau après l'avoir entendu en live. Merci à Bastien et à tous les êtres vivants qui nous ont accompagnés pendant cette balade. Merci à toutes les paysannes et tous les paysans qui œuvrent pour le vivant. Je vous propose maintenant de prendre un temps d'intégration et de respirer quelques secondes ensemble. On va faire 3 cycles de respiration sur 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. C'est parti. Inspire. 2, 3,
4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Alors, comment vous sentez-vous ? Quels apprentissages sont en train de germer suite à cette écoute ? Si cet épisode vous a plu, je serai très heureuse d'avoir vos retours via un commentaire sur Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi m'écrire sur opaline@agroécologievoyageuse.com. Pour aider à la diffusion de ce podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore l'envoyer à 3 personnes. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien et recevoir chaque mois par mail les derniers épisodes et des ressources pour nourrir votre agroécologie intérieure. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. À bientôt et pensez à mettre les mains dans la terre régulièrement. Elle en a grand besoin et ça vous fera du bien.